Bonjour à tous, donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc-Olivier Blatelin, je suis instructeur à DTE, j'ai commencé les AMHE il y a très longtemps, à une période où on n'avait même pas de veste pour se battre. Du coup, moi j'étudie tout ce qui est source du XVIIe, XVIe siècle, la transition de l'escrime commune en Espagne vers l'escrime destreza espagnole. Et globalement, j'étudie tout ce qui va être du XVIIe de façon un peu plus large, parce que je fais beaucoup de reconstites et de la reconstite XVIIe. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit travail que j'ai fait sur les sources d'épée à deux mains, parce que à la base, c'est un sujet un peu central en Espagne. On y reviendra. Après pas mal d'années de traduction ou autre avec les copains qui m'ont aidé, on est arrivé au stade où il fallait passer un peu au niveau supérieur. Donc je me dis tiens, on va le passer en forme de recueil et voir si on peut éditer ça. Donc l'idée c'est de vous balayer, pas vous vendre le bouquin, parce que ça moi ça ne m'intéresse pas spécialement de vous vendre des bouquins, je veux surtout vous parler de ce qu'il y a dedans. Sur les grandes épées à deux mains, puis pour vous inciter à pratiquer demain, faut savoir que quasiment tout ce qui est dans le bouquin, en fait, est déjà en free access. Sa différence, c'est que c'est relu. Et je vais vous parler un petit peu également un peu l'enjeu de passer en version éditée, plus d'un point de vue qualité pratique. Donc voilà, le but du recueil, c'était de synthétiser tout ce qui était source sur la pratique de l'escrime à la grande épée. Là, quand on dit ça, c'est ok, c'est quoi une grande épée, il y a plein de choses qui viennent derrière, mais bon. Essentiellement des sources liées à la pratique, par des auteurs écrivant sur la pratique, ou des auteurs transcrivant les écrits de maître, en tout cas les techniques de maître, ou les enseignements de maître, dans une langue française, accessible pour nous, parce qu'on a très peu de textes en français. Et de contextualiser un minimum. Bon, ça c'est le grand cadre du recueil. À partir de là, il faut quand même se poser la question du coup, ce qu'on met pas dans le recueil. Parce qu'il y a des sources redondantes, par exemple. Si je vais sur les sources de Destreza, je ne sais pas si vous connaissez un peu les recueils de Destreza, en général on a un auteur qui est Pacheco, qui va être recité par 36 000 auteurs, etc. Et on va retrouver des copier-coller. Donc, je vais pas m'amuser à reprendre tous les traités de Destreza, un par un, où ils vont mettre 3 lignes sur la montantée, ça je les ai pas intégrés dedans, parce qu'au final ça apporte assez peu de choses, en général ils répètent ce qu'on dit d'autres auteurs. Donc là on va en enlever une partie. On va enlever tout ce qui a peu ou pas d'intérêt pratique également, des fois c'est vraiment des anecdotes, on peut évacuer. Et on va exclure aussi ce qui ne correspond pas au niveau armes, et là c'est un peu plus un point un peu compliqué. Parce que quand est-ce qu'on dit que c'est une grande épée de main, quand est-ce qu'on dit que ce n'est pas une grande épée de main, quand est-ce qu'on dit que c'est une épée longue, etc. Et donc là ça amène à pas mal de petites questions. Donc là je vais vous en parler un peu. Du coup, tout ce qui va être exclu de ce périmètre-là, on va enlever tout ce qui est lié aux épées, plus on va dire les spadons début 16e, qui sont de ce format-là. Des formats un peu gothiques, donc on est sur des épées d'1,50 m et quelques. Tout ce qui va être donc les sources liées à ça, donc on va trouver typiquement Balmarozzo, tout ce qui est Volonné, début 16. Hop là. Ça va. Et on va évacuer le Ricardano et tout un tas d'autres sources. Il y en a certaines que j'ai mis en annexe, on en parlait hier avec Alexander. Il y a certaines autres sources du coup qui parlent de ce type d'épée. Ça je les ai pas prises. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le cadre pratique, on est clairement dans des jeux d'opposition 1v1, on est vraiment à égalité, et on va aller plutôt vers une escrime classique de pratique, en duel, etc. Derrière, on a aussi tout ce qui va être mal référencé. Et alors là, vous savez, c'est les Anglais qui vont prendre, mais alors les Anglais, sur les textes anglais, il n'y en a pas un seul qui est clair sur l'arme qui est utilisée. Voire, quand on lit, on se rend compte que c'est quand même probablement plutôt de l'épée longue.
et que ça a été très mal référencé à une époque. Si vous allez sur Wiktenauer, Wiktenauer c'est très bien, mais prenez du recul. Lisez le contenu, et il y a un moment où on a quand même des gros doutes de ce qui est marqué en termes d'analyse. C'est pas de l'épée à deux mains, c'est de l'épée longue, si on prend nos classifications modernes. On a des fois des traités allemands aussi qui passent, il y a des gens, si vous avez lu, comment il s'appelle, le bouquin Two Handed Sword, le bouquin anglais là, et il fait le parallèle avec des textes allemands, sauf que c'est clairement de l'épée longue dans ce qui est décrit, dans ce qui est pratiqué, et je ne sais pas pourquoi, il a dit ouais c'est l'épée à deux mains. Bon, c'est assez bizarre, il y a une petite confusion. Derrière, il faut donc poser un peu un contexte global, une datation, etc. pour comprendre le contenu et l'expliquer un peu, et puis le poser dans le bouquin, parce que juste balancer les traductions, c'est pas spécialement intéressant. Si je vous explique pas comment j'ai traduit et qu'est-ce qu'il y a dedans en termes de traduction, vous allez avoir du mal à analyser. Donc le corpus, il y a à peu près 17 textes, à peu près. Après, ça se trouve, on va en retrouver d'autres, hein, puisqu'il y en a certains, vous allez voir, je vous en parlerai, c'est un peu du hasard qu'on les a retrouvés, et c'est pas des traités, clairement. On a principalement 4 aires géographiques qui ressortent dans les textes. France, Espagne, je vous en ai déjà parlé, Allemagne et Italie. En gros. Pas pour les armes, hein. Si on parle purement de l'armement, on a des armes spécifiques au nord de l'Europe, etc. C'est des classifications qui ont été faites où on voit qu'il y a d'autres typologies d'épées à deux mains liées à des aires géographiques spécifiques. Les Écossais ont des épées spécifiques, 3 types d'épées spécifiques. Les Suédois ont des épées aussi, Suédois ou Finlandais, je sais plus, ont des épées spécifiques également. Donc, il va falloir adapter un minimum savoir caractériser ces épées pour adapter un minimum le simulateur, forcément, parce que là on va partir vers de la pratique, le recueil est comme une finalité pratique, donc déjà, ça va permettre de cadrer ce qu'il y a dans le bouquin en termes d'épée, savoir si on y va ou pas, et ça nous permet de cadrer ce qu'on veut en termes de simulateur d'épée. Et connaître quel biais on peut avoir de matériel ou d'équipement également, parce que on connaît bien quel type d'épée, et que nos simulateurs ils correspondent à des choses. Si vous prenez les fédères avec des manches beaucoup trop longues, on se rend compte dans la pratique qu'ils sont beaucoup plus courts, au bout d'un moment on va réduire des biais, etc., etc. On a le même problème sur des rapières qui sont extrêmement légères, alors que vous faites du giganti du début 17e, on a des rapières qui peuvent faire 1,2 kg. Les montants de les épées à deux mains, il va se poser la même chose. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à aller chercher dans les musées, dans les sites des musées, toutes les références d'épées que je trouvais à deux mains. Et là, j'en suis à 200... Alors, là, j'ai 269 épées, je me suis planté, après vous verrez, j'ai écrit 296. Mais en fait, le 296, c'est presque la vraie donnée, parce que depuis, j'en ai rajouté. Parce que j'en retrouve régulièrement, et je me suis rendu compte qu'à Lyon, ils en avaient, qu'ils avaient référencé. Certaines épées sont donc... on va les caractériser, ces épées, pour voir si elles sont fonctionnelles. On a certaines qui sont décorées. Déjà, quand on enlève tout ce qui est décoré, on arrive à 171 références. Quand on enlève ce qui est au niveau des masses, etc., j'en parlais, mais on descend vraiment. Et là, j'ai refait un filtre en précisant davantage ce qui était une épée utilisable. Je suis rendu à 131 épées sur les quasi 300 qu'il y a. Donc c'est-à-dire dans les musées, tout ce qui est mis en avant, vous en enlevez la moitié, les 2/3, à peu près. Ça fait beaucoup. Comment les classe, ces épées, on va voir si c'est des épées, parce qu'on a certaines c'est des épées d'exécution, il y en a certaines c'est clairement des épées cérémonielles, il y en a c'est des épées qui sont identifiées comme épées à deux mains, mais c'est des dimensions épées longues, elles font 1,20 m. Par contre c'est écrit grande épée à deux mains dans les référencements. Les caractéristiques marquantes qu'on peut avoir, si on a de la datation, etc., etc., des dimensions supplémentaires, des infos supplémentaires. Ou, je n'en parlerai pas plus que ça, mais on a des armes aussi qui sont des compositions à partir de différents fournisseurs à travers l'Europe. Si vous prenez les Claymore, typiquement, ça vous parle des Claymore, c'est des épées écossaises, 1 sur 2, la lame elle est allemande. La garde elle peut être écossaise, voire des fois elle est allemande, mais la lame elle est allemande. Probablement parce que c'est produit,
c'est eux qui savent produire et que les Écossais ils n'ont pas les fours pour produire ça, ils n'ont pas le matériel pour produire ça, du coup on achète à ceux qui savent faire, possiblement. Ouais, voilà. Le commerce ça existe, la manufacture à grande échelle ça existe. Pour continuer à préciser le cadre, continue à définir ce que sont les grandes épées, les caractéristiques, masse, mesure, forme, utilisation, tracer leurs origines si possible, voir s'il y a aussi identifier des spécificités, des redondances dans ces spécificités pour dire tiens telle épée sur telle période c'est à peu près ça, elles font à peu près telle longueur, telle masse, et on se rend compte que c'est toutes les épées italiennes ou toutes les épées allemandes qui sont comme ça de telle période. C'est un gros taf, et pour l'instant ça donne pas grand chose. On va essayer de préciser le truc, mais pour l'instant ça donne pas grand chose, et c'est quelque chose qui viendra à terme compléter le recueil, parce que ça j'ai pas pu l'intégrer dans le recueil tellement la donnée était volumineuse. Et ce que j'ai aussi un accès aux musées, accessoirement, là j'ai encore des gens qui vont pouvoir me donner des mesures de pièces qui sont dans des musées. Et si on fait un peu le parallèle après avec les textes, si on revient vers nos textes, donc ce que je disais là, je suis rendu à 131 pièces utilisables, qu'on précise, qu'on enlève la masse qui est trop élevée, parce qu'on a une épée de 4,5 kg, vous ne pouvez pas l'utiliser. Quelqu'un qui est un peu costaud, 3,5 kg d'épée, il arrive à faire ce qu'il y a dans les traités. Et il galère. Idéalement 2,5 kg, c'est ce qui marche bien. Quand je dis ce qui marche bien, c'est que ça va vite, et ça fait vraiment peur en face. Et ça, c'est une composante très importante. C'est qu'une grande épée à deux mains, quand vous la manipulez, il faut que ça fasse peur. Il y a des traités qui sont assez clairs là-dessus. Il faut que ça soit impressionnant. Il faut que ça soit dissuasif. Vous voyez un peu la répartition des épées dans les collections. On se rend compte que... Alors déjà, c'est pas début 16e. La plus grosse partie des épées, elles sont là. C'est mi-16e, fin 16e, et... on va dire la partie période entre les deux, on a du mal à dater quelques années près, qui va être entre le fin 16, début 17. D'accord. Début 16e, on n'a pas de grande épée, on a très peu de grandes épées. Et quand on commence à filtrer, on en a vraiment moins. Derrière, donc ça, pardon, c'était le camembert. Après, on a les longueurs, qui vont, du coup, que j'ai corrélé les longueurs médianes avec les traités qui m'intéressaient. Et donc au-dessus, vous voyez la partie rouge, j'ai 6 traités ibériques avec des épées qui font entre 1m60, dans les entours 1m60 jusqu'à 1m70. On va voir les italiennes, on en a 4 traités qui sont sur cette période-là, on a un français qui est sur cette période-là, un allemand qui est sur cette période-là. Avant en ibérique, on en a un, plus tardivement en 17e. Alors là, on a rien, tu vois, les pièces, vous voyez, au niveau des longueurs, il y a des trous, parce qu'en fait, tout simplement, les pièces sont très mal référencées. Et on a quelques traités ibériques, quelques traités italiens, et des rééditions du traité français notamment. Et on a même un truc bizarre avec un traité espagnol qui traîne au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, où il parle de grande épée à deux. Donc ça permet de faire un peu le parallèle avec l'armement. Ensuite, sur la partie recueil, continuer un peu dans ce cadre de ces enjeux de traduction et de poser ça dans la forme de recueil, c'est 17 textes, c'est possiblement 17 contextes différents, donc il faut à chaque fois bien expliciter tout ce contenu. Comme je disais, il faut que le lecteur comprenne qu'est-ce que c'est cette source, d'où elle vient, quels sont les biais qu'on peut avoir quand on la lit, comment la lire au mieux, comprendre le vocabulaire éventuellement. Donc il faut aider. Le but, c'est qu'ils comprennent aussi comment le lecteur puisse pratiquer. Moi, ma cible en traduisant, c'est pas des universitaires, c'est des AMH'eurs. Le but, c'est que ce soit des gens qui pratiquent avec. Donc, je vais pas avoir les mêmes exigences de traduction que si c'était pour un universitaire. Donc ça, il faut aussi bien poser. Et on va pas avoir les mêmes enjeux qu'un universitaire ou quelqu'un qui fait de la traduction plus libre, ou voilà. Il y a des aspects aussi de plus de tradition martiale, c'est-à-dire de bien identifier, parce que moi je vous dis là, ces classes ils sont ibériques. Ouais, mais est-ce que ça rentre dans le même cadre, est-ce que c'est la même pratique, etc. Parce qu'on peut avoir 36 traités d'une même arme, mais avec des traditions, des cadres un peu différents. Donc aussi voir un peu ces redondances, voir qui fait quoi, comment, et ça. Et avec un format un peu plus exigeant, parce que dès qu'on va éditer,
bah, il y a de la relecture à faire, il y a des corrections, on va être un peu plus, aller un peu plus loin en termes de qualité de production, bah, ça va obliger à pousser sa qualité de production. Comme je disais, la plupart des textes sont en free, sauf qu'ils sont libres d'accès. On a traduit au maximum, on a mis ça sur des PDF en ligne, etc. On a vu pour le recueil tout relire, retravailler, ça a pris un certain temps pour faire monter en qualité ces traductions, parce qu'il faut rajouter des notes de bas de page pour expliquer certaines choses. On a pris du recul, parce qu'il y a des traductions qui datent d'il y a 10 ans, donc c'était pas éditable en l'état. Donc le fait de devoir poser sur papier et de façon matérielle la traduction, bah, tout de suite ça met une sorte de petit enjeu qualitatif en plus. Donc ça permet de monter dans la qualité de ce qu'on fait. Si j'avais pas, je m'étais pas dit je vais l'éditer, parce qu'on m'a demandé en fait de faire un recueil, bah, en fait je me serais pas mis la pression à tout relire, tout recorriger, ça se trouve les erreurs elles seraient restées. Et il y a des grosses erreurs. Genre des erreurs où ils ont réussi à confondre dans certains textes. Moi j'avais pas fait attention à l'époque. Point et pointe. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Et c'est en relisant, je fais oh la boulette quand j'ai vu la transcription par rapport au texte de base, donc ça oblige de remonter sa qualité de traduction et de prendre plus de recul aussi à ce qu'on fait. Ce genre d'erreurs sont beaucoup moins permises quand on commence à transcrire, à traduire des textes qu'on met sur format papier et qu'on édite. Donc toujours hein, dans l'aspect recueil, poser un glossaire, on a une variété de langues en plus, là je parle d'italien, espagnol, allemand, autant l'espagnol ça va je maîtrise, l'italien à peu près, bon le français, bon. Et encore que le français du 17e c'est pas le français moderne, l'allemand heureusement il y a un seul paragraphe à traduire, et je me suis fait aider de gens qui connaissaient l'allemand, parce que là clairement c'est beaucoup plus compliqué, et heureusement qu'il n'y avait pas plus de texte que ça. Et poser donc du glossaire, c'est indispensable, parce que si je vous dis faites une guerre à tout ça, vous savez pas ce que c'est. Voilà. Donc il faut poser du glossaire, et ça se traduit pas. C'est des mots qui ne se traduisent pas. Introduire bien tous les textes, forcément, hein, donner du contexte, il faut que ça soit concis, etc. Le but c'est pas de vous assommer, vous êtes encore une fois dans un cadre AMHE, vous n'êtes pas dans un cadre universitaire, donc si je vous fais des intros qui font 20 ou 30 pages pour un texte qui fait une page, c'est un peu lourdingue. Il faut que ça soit assez simple d'accès pour un public qui veut mettre en pratique. Ajouter un maximum de notes pour guider le lecteur, parce que pareil, le but aussi, alors sans trop... En fait, faut pas tomber dans le biais du traducteur qui vous donne des solutions. Il faut qu'il vous donne les possibilités et dise ok là attention j'ai traduit comme ça pour pas vous induire en erreur et que vous disiez ah bah il a traduit ça comme ça donc c'est comme ça. Voilà. Ça va créer du biais parce que je vous l'incite en traduction, donc faut mettre de la note, faut mettre du commentaire. Le plus important hein, dans les traductions c'est lisez les notes, lisez les notes de bas de page. Toujours. Ok, on va regarder un peu plus le corpus de sources. J'ai oublié de mettre mon chrono. Ok, oh ben on avance vite au final. Donc, la sphère ibérique. La partie, donc principalement Espagne, les royaumes d'Espagne, Castille, etc. Portugal, énormément. Et associé parce que la couronne d'Espagne a des possessions un peu partout en Europe à cette époque, et même à travers le monde. Pour info, on retrouve des montantés dans le Nouveau Monde, on retrouve des faits divers à la montantée dans le Nouveau Monde, du type je tue l'amant de mon mari, l'amant de ma femme à coup de montanté en le poursuivant dans une rue, et je tue ma femme ensuite, également, devant mes serviteurs qui sont atterrés. Voilà, ça se passe, il me semble, à Lima. Voilà. Et ça à coup de montanté. Donc on voit que l'arme elle a des usages pratiques, d'agression également. Des petites choses sympathiques. Ça, c'est pas dans le bouquin, je l'ai rajoute ça en plus. On a tout un tas de sources indirectes derrière sur l'utilisation de l'épée. On a la plus importante amplitude de perles historiques pour ce qui est des textes. Je vous disais, on a un texte qui va jusqu'au 18e, et le premier texte qu'on trouve de grande épée à deux mains identifié, il est de 1520 et quelques, à peu près, approximatif. Donc c'est les plus anciens textes, et c'est les plus récents, à la fois. Avec une amplitude, voilà, une dizaine de textes. L'arme est particulièrement évoquée, elle est
culturellement intégré dans l'escrime au point où les auteurs de Destreza, qui sont un peu en train de faire peau neuve sur l'escrime, la façon d'enseigner l'escrime. Il faut savoir que c'est très structuré l'escrime en Espagne et dans les couronnes d'Espagne, au Portugal également. Il y a des titres, il y a des niveaux, il y a des grades, etc. On paye le supérieur, c'est cadré par le maître d'armes du prince, qu'on appelle le maestro mayor, qui régente l'escrime. Pour comment dire, développer le nouveau système qu'est la Destreza, l'escrime, ils vont garder la montantée. Et ils vont dire, ouais, non, mais c'est traditionnel. Donc, même si c'est un truc un peu vulgaire, dans le sens escrime commune et autres, ils vont l'intégrer parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement culturellement de garder cette terme. Il faut que ça soit pratiqué en salle d'armes, etc. Donc, ils vont la mettre en avant quand même pour garder cet aspect un peu traditionnel et pas dire on fait peau neuve sur tout. On garde quand même des fondations. Et du coup, ils commencent à faire de la Destreza avec la montantée. Ça fait des choses bizarres. C'est marrant. Mais avant, on a toute la partie qu'on connaît beaucoup moins qui est l'escrime dite vulgaire et commune. On a un traité d'escrime globalement pur et dur avec toutes les armes dedans. Et après, on a que des sources de montantée. Donc c'est aussi les textes de montantée, les textes d'épée à deux mains. Pardon, montantée, je sais que je n'ai pas expliqué, c'est l'épée à deux mains espagnole, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça permet d'identifier très facilement d'ailleurs dans les sources. Ça, c'est un gros problème d'identification des armes. Dans les sources espagnoles, on sait que c'est de la montantée parce que c'est écrit montantée. Donc on sait que c'est de l'épée à deux mains. Ils ont identifié là. Et donc, dans l'escrime commune, on a très peu de textes. Par contre, à chaque fois qu'on a des textes, il y a de la montantée. Voire, les textes sont souvent des textes de montantée et ne traitent quasiment de rien d'autre. Des textes assez multiples, assez complets, des textes qui donnent de la technique, des textes qui donnent du contexte, qui disent comment les utiliser, dans quel cadre, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qui sont relativement compréhensibles une fois qu'on a traduit le vocabulaire, une fois qu'on sait ce que c'est un tarot, un ataro, un altibaro, etc. C'est accessible. Et l'avantage, c'est que, vu que la Destreza définit beaucoup de choses, ils vont nous donner, par exemple, les définitions de ce que c'est un altibaro. Et du coup, on peut comprendre des textes plus anciens, comme ça, grâce à des textes 17e, on peut comprendre des textes des fin 16e, sur des gestes techniques. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sources. La source française, en général, c'est un peu compliqué, quoi. Et on peut les rattacher donc à d'autres textes techniques, à l'escrime, de l'escrime de façon globale. Le problème là-dessus, c'est que les pièces archéologiques, c'est peanuts. On en a moins de 10 dans la collection. 10 pièces, c'est que dalle sur 296. Et en plus, il y en a beaucoup qui sont clairement décoratives. J'en ai certaines qui sont identifiées en 17e. Je me demande si elles ne sont pas un peu plus tardives et des remontages un peu plus tardifs. Donc, paradoxalement, on a beaucoup de textes, une culture martiale très forte sur l'arme, mais alors on a zéro matos. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être qu'ils utilisaient du matos allemand aussi, tout simplement. Peut-être qu'ils utilisaient du matos italien, surtout même. C'est assez paradoxal. Ou, gros biais aussi qu'il y a, c'est que les Espagnols, contrairement aux Anglo-Saxons et aux Allemands, ils partagent très peu de choses aussi de ce qui est dans leur stock de musée. D'accord ? C'est vrai que vous allez chez les Américains, vous prenez les musées le Met. Le Met, ils ont une collection en ligne qui est impressionnante, quoi. Les Espagnols, c'est compliqué. Ils sont frileux. Alors, je dis ça, les Espagnols, en France, essayer de trouver des dimensions et des épées à deux mains, alors qu'il y en a une tripotée dans les châteaux, au musée de l'armée. Ils en ont plein les murs. Sur le site de... Vous savez, je vais mettre un tag au musée de l'armée, j'adore le musée de l'armée, mais il y a 2 épées sur leur site internet qui sont à peine caractérisées, voire mal datées. Donc ça fait un peu mal au cœur de voir qu'en France, on n'est pas fichu de le faire. Alors que les Américains le font mieux que nous. Il faut se poser des questions. Petit aparté. Donc les listes de sources, on a le premier, le plus ancien, le MS 2790, qu'on appelle les 9 règles de l'épée à deux mains, par Louise de Barbarennes. Je vais vous le détailler après, celui-là il est intéressant. C'est antérieur à 1528. On ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'il est antérieur à 1528. Le CPV, le CCPV, pardon, le MS2 qui sont des anonymes. Pareil, c'est un peu la même chose que le Barbarian. Vous allez voir, c'est pas des textes super utilisables.
Un texte qui est assez marrant, qu'on utilise beaucoup avec ceux qui connaissent Simon, avec qui je bosse beaucoup, on utilise énormément d'instructions qui sont les 12 canons. Les 12 canons, c'est écrit comme ça en français. C'est un texte belge. En fait, c'est le Jean Lermite, c'était le prof de Philippe II d'Espagne, donc voilà, du roi, du prince, on va dire. Et il connaissait le maître d'armes également de la cour, qui était Pablo de Paredes, et il a entretenu un échange à distance avec le maître d'armes. Et quand il a été malade, Pablo Paredes, son ami, lui a envoyé une liste de techniques à faire et de s'exercer à l'épée à deux mains pour se réagiter le corps, et pour se renforcer. Et du coup, il fait j'ai écrit mon bouquin, il écrit ses mémoires, et puis il dit ça c'est la lettre que m'a envoyée Pablo de Paredes en 1500 machin. Voilà. Et donc on a une source qui n'est pas une source martiale à la base, qui est des mémoires, une biographie, avec plein d'aspects, il parle de plein de sujets, il fait un peu de philosophie, etc. Et au milieu de ça, il nous balance quelques règles de Montante. Le MSPDA 58, qui est le traité, c'est un traité portugo-espagnol, qui est le traité sur l'escrime commune ibérique. Il parle de Montante, il parle d'épée à deux mains, d'épée seule, d'épée bouclier, etc. Un traité de Destreza qui est super intéressant, qui est celui de Diaz de Venma, qui est en gros un traité un peu en michon. On sent que c'est un ancien de l'escrime commune qui s'est mis à la Destreza et qui essaye de faire un cours dans son traité, donc il essaye d'être pédagogique. Sauf que sur la Montante, il arrête la partie pédagogique d'Estreza et il reprend la forme ancienne, c'est-à-dire des règles où on enchaîne, etc. Nueva Ciencia, donc là c'est le Pacheco Navarrete, qui est un des fondateurs de la Destreza, qui en parle un petit peu. Donc là je l'ai mis dedans en traduction, c'est un petit extrait pour montrer comment la Destreza applique bêtement certaines règles à la Montante. On dit vous faites les atéros comme ça, donc ça c'est un petit extrait que j'avais ajouté, mais on pourrait en rajouter, parce que je vous disais, des dizaines d'autres derrière. On a le MS-49, qui est donc Figueiredo, qui est très connu, que tout le monde travaille, mais qui date de 1650. Donc je sais pas si vous vous rappelez les datations sur les épées, 1650, il n'y en avait plus beaucoup. Et donc portugais. Et là il y a un petit contexte particulier, encore une fois, on est sur un marqueur de l'indépendance portugaise dans l'écriture du traité. Parce qu'ils venaient de prendre de leur indépendance vis-à-vis de la couronne d'Espagne. Ils étaient en guerre. Le régime qui est un peu tardif, qui est super intéressant aussi pour plein de choses. Le texte de Del Canto qui donne des infos sur les dimensions, etc. Et donc il y a le texte 18e en question, qui est moins technique. Allez, on va rentrer un peu dans le détail des textes espagnols. Le MS, donc le Barbaran, qui est le plus ancien. Donc celui-ci est marrant, c'est un texte qui a écrit début 16e, on ne sait pas trop quand, écrit au dos d'un document comptable. En fait, le gars, il était clerc de notaire, il écrivait, il vendait ses compétences de notaire et de clerc de notaire pour écrire diverses choses. Et on a retrouvé au dos d'une feuille comptable 9 règles de Montante. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas lui qui est instructeur sur ces sujets-là, il n'était pas maître d'armes, c'est ce qu'on a fait. Et donc on a transcrit les règles de quelqu'un d'autre. Donc probablement un maître d'armes de Saragosse. Il y a eu un super article, je vous invite si vous lisez un peu l'espagnol non, en plus je l'ai traduit, j'ai complètement oublié. Il est en introduction, il est disponible sur DTE Info, détailler des stocks, travaux, pardon, où en fait il donne tout le système pédagogique en Espagne, il l'explique très bien. Et ils essaient d'identifier qui est le maître d'armes potentiel derrière ces règles, et bon, on sait pas. Voilà, c'est un anonyme. Donc très très bon article, je vous invite à le lire. Des règles qui ont été dictées ou apprises auprès du maître, on ne sait pas si le maître lui a dit tu me feras ça et tu vas me faire un papier, on va le vendre, ou t'es venu de prendre des cours et que le mec il s'est dit il va les écrire au dos de son papier parce qu'il avait une feuille dispo et qu'il voulait pas les oublier. Voilà. Par contre très spécifique, c'est qu'on a du vocabulaire, un point très spécifique, c'est un point sur le vocabulaire qui est italien, c'est-à-dire qui est italianisant. On va voir des mutants,
On va avoir des mandrete, pas des mandritos, du coup, mais ils ont hispanisé certains mots. 15 minutes, ok. Certains mots italiens pour les passer en espagnol et donc voilà. Possiblement aussi des épées plus proches de celles utilisées par Marozzo, peut-être plus courtes. Si on regarde. On va avancer. Le Memorial des Pratica de la Dua Montante. Donc Figueredo, 1651, je vous disais, c'est un peu un contexte particulier aussi. Donc 32 règles, il est très bien. 16 simples, 16 composés, il y a une vraie progression. Si vous les connaissez par cœur, vous êtes les meilleurs du monde parce que honnêtement, elles sont ultra compliquées en termes de règles. Par contre, c'est un super exercice. Hein. C'est comme à l'école, si vous savez faire la théorie, vous avez une petite base pour faire de la pratique derrière et après, il faudra que vous vous démerdiez avec ce que vous avez appris en théorie. Donc assez intéressant, même si c'est un peu éloigné en termes de pratique, probablement une pratique de salle d'armes uniquement. Peut-être un décalage de pratique, hein, forcément, avec cette date. Contexte très particulier, c'est que c'est un texte. Alors, Figueredo, il écrit sur la Destreza à la base. Il a fait un gros texte de Destreza. Et entre-temps, il y a eu la guerre d'indépendance avec l'Espagne pour le Portugal. Et en fait, c'est une réaffirmation de la culture portugaise, qui est très attachée à la Montante également. Et ils disent, bah non, c'est bon, la Destreza, on va un peu s'en éloigner, puis on va remettre en avant ce qu'on sait faire, donc la Montante. Donc là, il y a un peu des aspects contextuels à prendre en compte. Et ce qui est super important, c'est que quand vous lisez le texte de Figueredo, bah en fait, si vous ne quittez pas que c'est la Destreza, si vous ne savez pas on parlait de la philosophie d'Aristote hier, si vous ne connaissez pas tout ça, bah vous passez à côté de pas mal de choses, et notamment d'interprétation de techniques. Ah tiens, un truc qui ressemble à du furet avec des lions moches, des chats moches, des animaux moches autour d'un cercle. Et des épées. Ouais, ils aiment bien faire ça aussi. Et ils commencent à mettre des gens tout nus, mais ça c'est au 18e, ils font comme les Italiens. Mais ils ont un siècle de retard. Par contre, dans le contenu, ils ont de l'avance. Très intéressant. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il donne plein de trucs fun sur comment utiliser l'épée. Il dit comment mettre le pouce, il dit comment mettre la main. Il va pas vous donner de technique, il va donner plein de trucs utiles. Il va vous expliquer comment utiliser le maingoual, le fléau, ça. Ouais, c'est la seule source de fléau, je pense, qui existe. On n'a pas de source qui parle de fléau, à part un traité du fin 17e. Voilà. Donc c'est fun, hein, c'est marrant, c'est très dangereux à utiliser. Je vous dis. Mettez un masque de coupe-seille, pratique, de plusieurs personnes de DTE, mettez un masque et n'accrochez pas de cadenas au bout de votre fléau. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans la situation. Et ne mettez pas ça dans votre coffre de voiture non plus, ça peut poser des problèmes. Oui, alors le gars, il est marrant, il a un passif, il est quand même maître d'armes du bâtard du roi. C'est quelqu'un qui a quelques portes ouvertes aussi au niveau social. Il est également inspecteur des marchandises et contrebandes et contrefaites au niveau de je sais plus quelle ville. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une vie assez fournie et qui écrit 3 bouquins, entre autres sur la Destreza et sur la Montante, les grandes épées d'or. Bon, c'est tout ce que je vous ai dit juste avant celle-ci. Oui, il y a une vision sur la Montante très particulière. Il dit que c'est la reine des armes. Voilà. Il montre que ça a quand même une vraie importance dans l'armement. C'est, je vous parlerai de la Montante, qui est la reine des armes, plus que l'épée seule, etc., etc. Donc vraiment, ça met en avant. Il donne des aspects de description physique, de mesure. Vous voulez faire un maingoual, il décrit le maingoual, il vous donne les cotes pour faire le maingoual. Bon, c'est en doigts, en coude, etc. Mais les sources françaises, vous allez voir, ça va aller vite. Sources françaises et allemandes. Alors, allemande va aller très très vite, encore plus vite que la française. Déjà, c'est des rééditions sur la partie française. C'est un texte de Milice. Hop, je sais pas si c'est un texte de Milice pour les Lyonnais. C'est un gars qui vient de chez vous. Et c'est un peu un fioré du 17e. C'est un capitaine d'artillerie de la ville de Lyon. Donc, il s'occupe de toute la défense de la ville de Lyon. Et il tient salle d'armes publique. Il est payé pour tenir salle d'armes publique, pour former la milice. Et dans son traité, il a écrit un traité militaire, il y a toute une partie sur l'exercice militaire et physique pour les soldats. Donc c'est pas ce traité-là, ça c'est Luz de Gaïa, c'est plus tardif. Et il nous explique comment utiliser une grande épée à deux mains, un espadon, pour l'exercice. Le problème, c'est que c'est très compliqué à comprendre, le texte est assez parcellaire, mais il existe. Et il met ça au milieu du bâton à deux bouts, qui est notre arme très présente en France, de la hallebarde, etc., etc. Il y a toute une bio assez marquée, il y a des beaux travaux qui ont été faits.
C'est du drill, c'est de la frappe, on retrouve les mêmes logiques que ce qui se passe en Espagne et en Italie. C'est vraiment du drill. On travaille seul, c'est les mêmes mécanismes. Donc, on retrouve une même logique de faire peur aux gens, de manipuler, mais également d'avoir une pratique sportive ou ludique sportive et de renforcement, comme je vous parlais de Paredes. Bah là, c'est aussi de la prépa également. Il fait la double épée, il la jette en l'air, il doit la rattraper. Voilà, il y a des choses assez fun, hein, voilà. Donc Jacques Colombon, hein, le petit monsieur à moustache là. Les Allemands, meilleurs, vraiment, le gros paradoxe ici, hein, c'est les Allemands, on a des centaines d'épées, ils ont des fagots complets d'épées, ils ont une source qui en parle, et c'est une source de Dussac. C'est un moment, il dit, si vous apprendre à utiliser la grande épée, la Schwarzschwert allemande, machin, vous pouvez utiliser cette technique pour faire l'épée à deux mains allemande, la grande épée à deux mains allemande, et il dit juste ça, et c'est quoi? C'est une sorte de grande drill qui mouline dans tous les sens. Et c'est tout ce qu'on a. Donc, moralité, vous faire de l'épée à deux mains allemande, la grande épée à deux mains allemande, la Zweihander, etc. Zweihander, c'est un terme moderne, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un terme du 19e, c'est pas un terme ancien. Faites du Dussac. Moralité, c'est tout ce qui est rattachable. Les gens qui vont chercher à faire l'épée longue avec, non, Dussac. Hallebarde aussi, possiblement, mais... Voilà, donc pourtant on a 85% des pièces qui sont allemandes minimum, hein, donc assez bizarre. Je passe très vite dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, on peut rien en sortir. Les sources italiennes, beaucoup en seconde moitié 16e, assez riches. En termes d'éléments contextuels, beaucoup moins en technique, si on veut résumer. Et des pièces originales disponibles dans les collections quand même. Donc il y a quand même de quoi travailler, un peu moins que les Espagnols, mais... Donc avec on a Agrippa qui en parle, on a Di Grassi qui en parle, on a Lovino et Alfieri qui est pareil 1650 et qui est le texte le plus complet. En fait, plus ça va dans le temps, plus on écrit dessus, mais moins on le pratique dans la réalité et moins on le trouve dans les pièces de musée. Donc c'est assez... soit tu utilises les vieilles pièces, soit c'est vraiment compliqué. Di Grassi, un peu particulier, il fait beaucoup d'opposition, il insiste sur l'aspect dissuasif, l'aspect protection, Il me reste combien de temps juste comme ça que... 5 ok. Oui, non, je peux demander... 5, plus ou moins 5. Plus ou moins 5, ok. Ouais, donc je peux accélérer. Il me reste combien de slides? Il m'en reste 2-3, ça devrait aller. Donc ouais, il est originaire de Modène. Il vit en Angleterre notamment, donc son traité existe en anglais et en italien. Moi j'ai travaillé plutôt de la version italienne, la version anglaise, j'ai regardé, c'est cohérent, il rajoute de petites annotations, ça va pas très loin, et il aime bien faire ce truc-là, où il lâche l'épée à deux mains et il la tient derrière. Alors, maintenant je vais vous montrer ce que c'est une montante T, voilà, c'est ça, donc il tient ça fait 2,5 kg par le pommeau, en jetant la pointe en avant. C'est un peu bizarre comme chose, je ne cache pas. C'est très très bizarre. Lisez-le, je vous incite à le lire, c'est intéressant, il y a des choses... Non mais c'est cool, hein, faut le dire, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, il fait un peu alors, il insiste dans la première partie sur c'est une arme dissuasive qui est impressionnante, etc. Et derrière, il va commencer à vous parler du 1v1 à l'épée à deux mains. Peut-être que justement, en fait, ça se pratique pas en 1v1. Je vais vous montrer un peu comment on peut faire du 1v1. Peut-être que c'est ça la réaction, la logique de son écriture derrière. Hein? Ça pourrait être un calcul. Ouais, ou c'est juste qu'il veut aussi remplir un peu plus son bouquin, ça c'est une solution. Hein. Des fois, ça rajoute des pages. Je dis ça, je dis rien. Non, je sais, on sait pas trop pourquoi, réellement. Hein. Je dis ça pour la blague. Donc, quand même, dans pas mal d'aspects, il confirme un usage similaire à ce qui se passe en Espagne. Hein. Donc, on a une constante, Espagne, France, Italie, dans la façon d'utiliser. Voilà. C'est pour ça on s'est acquis que c'est une arme qui se utilise plutôt 1-1 contre plusieurs, assez longue, avec l'obligation d'être impressionnant, une arme de statut, etc. etc. Il donne plus d'informations généralistes aussi que des règles. Hein. Là, on a vraiment... c'est important, Agrippa, c'est pas là où vous sortirez des masses de... Et il intègre les feintes aussi, les feintes depuis les guerres de basse, etc. Donc il essaye de faire des feintes, des tromperies avec. Lui, il est bien. Il est complet, c'est vraiment le texte italien, mais il est de 1653, donc on se retrouve un peu comme Figueiredo.
à écrire un traité. Il nous apprend plein de choses. Alors déjà, Alfieri, il écrit plusieurs traités, il est maître d'armes à l'académie, une des premières académies, si ce n'est la première académie militaire d'Europe. Il me semble que c'est une toute première qui ouvre ses portes. Et il est maître d'armes à Padoue, du coup, dans cette académie. Et il écrit tout un tas de traités sur la pique, sur le drapeau, sur la rapière cap, la rapière dague. D'ailleurs, Olivier vous a fait une traduction ici, l'équipe d'Annecy, d'Alfieri, et de la partie rapière. Et donc il écrit une partie sur la spadole, avec des iconos, et ça c'est aussi un fait marquant, c'est que c'est l'un des seuls traités avec des iconos. Alors, on va pas s'emballer, il reprend un peu toujours les mêmes iconos, mais c'est un des seuls traités qui représente son épée, et la manipulation de son épée. C'est aussi un point ultra important de Alfieri. Il indique aussi qu'il enseigne la grande épée aux Polonais, aux Français, aux nobles étrangers. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a ce qui s'appelle le Grand Tour, je sais pas si ça vous parle. Le Grand Tour, c'est le fait d'envoyer les jeunes faire un tour en Europe et notamment dans certains pays, en Italie, etc., pour faire leur éducation. Et notamment, c'est un des phénomènes qui explique que beaucoup de choses de l'escrime italienne s'est retrouvé un peu à aller voyager dans d'autres pays d'Europe. C'est que les jeunes ont ramené ça. Et du coup, on nous dit ils sont venus pratiquer aussi la grande épée. Voilà. C'est assez intéressant, cet aspect transmission qui dépasse juste les frontières italiennes et la ville de Padoue. Bon, système similaire aux Espagnols et Portugais, hein, il va faire du drill en solo, il va rajouter des contextes de règles. Alors c'est vrai que je vais pas développer outre mesure, mais c'est toujours des règles avec un contexte particulier ou des règles d'exercice et de drill. Là il va faire la même chose, hein. Soit il y a un contexte, par exemple défendre un pont. Ça c'est une règle qu'on trouve pas chez les Espagnols, mais il donne une règle pour défendre un pont. Puis il y a des trucs un peu plus obscurs comme en gros la règle du serpent. C'est un peu bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il a mis un nom dessus. On en a d'autres qui ont des noms, des fois on sait pas à quoi ça correspond, c'est pas très parlant. Et des fois juste des enchaînements. Un peu plus cryptique dans son écriture que les traités de Montanté, mais il faudrait qu'on aille un peu plus loin dans l'analyse pour vraiment sortir des choses. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Ça reste quand même un traité particulièrement intéressant. Si vous voulez regarder ce qui se passe du côté italien, possiblement avec des épées similaires à celles des Montanté. Voilà pour... j'ai balayé toutes les sources, une partie des sources, je vous ai pas parlé de toutes les sources, hein, il y en a beaucoup d'autres. L'idée c'était un peu de vous donner du contexte supplémentaire et de vous rendre curieux. Là, comme je vous dis, la plupart de ce qui est dans ces sources, c'est disponible, elles sont en free, il y a beaucoup de choses qui ont été traduites, on est plusieurs à avoir bossé dessus. Donc vous allez pouvoir les retrouver, il y a des versions anglaises, des versions transcrites, etc. Si vous avez envie d'y accéder comme ça, juste vu votre téléphone, je vous incite à le faire, hein, c'est pour ça qu'on traduit. Le bouquin, c'est juste pour donner de la visibilité. Ça permet de faire de la com, parce que c'est toujours bien, ça affiche, ça fait propre. Moi, si vous allez les lire sur internet, ça va très bien, plus on est nombreux à pratiquer, mieux c'est. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à demander, même à nous envoyer des petits messages à Simon, à moi, Simon Lips, à Dota et des stocks, vous nous envoyez des messages, nous on est prêts à y répondre et on est preneurs de plein de retours d'infos. Si vous trouvez des trucs dans des sources ou autres, vous nous le dites, nous on est preneurs. Et puis on va essayer de compléter tous ces travaux avec ce que j'ai dit, les inventaires, etc. Les inventaires, je suis pas en train de travailler dessus. Donc on va essayer de publier d'autres choses qui seront en free également pour alimenter tout ça. Donc j'espère que le sujet vous a plu. S'il y a des questions, on peut commencer maintenant sur la partie questions. Alors pour l'info, ça c'est 2 épées qui sont conservées à Greenland. Merde, j'ai plus les références. Et là pour le coup c'est des épées espagnoles, pur et dur. C'est des rares Montanté qui sont identifiés. Qu'est-ce qui t'a permis de les identifier? Parce qu'ils les ont identifiés comme ça. Ouais, ils sont identifiés comme ça dans les inventaires. Il y a aussi des marques de fournisseurs dessus, des marques de fournisseurs, des marques des petits logos d'origine. Ouais, ils ont été identifiés comme ça. Maintenant, moi je suis pas spécialiste. Fabrice Cognot il identifiera beaucoup mieux une épée que moi. Moi je les identifie pourquoi, je les identifie aussi parfaitement comme des Montanté, c'est que au demi-centimètre près, elles sont dans les cotes qui sont préconisées par les maîtres d'armes qui nous parlent des dimensions de Montanté, et c'est bon au centimètre près. À demi-centimètre près.
Ouais, merci pour ta présentation, c'est cool. Question, justement, tu viens de nous parler des maîtres d'armes qui parlent des dimensions. Ouais. T'en as beaucoup proportionnellement dans les traités qui vont vraiment préciser ces dimensions. Non. Ouais, c'est chaud. Non. Ceux qui le font, ils le font très bien. Alors pour la petite blague, la dimension d'une montante T, c'est la taille d'un homme parfait. Un homme parfait espagnol, il fait 1m68 à peu près. Johanna vous dira ses couleurs de cheveux et le fait qu'il doit avoir une voix virile et compagnie. C'est assez épique. Par contre, il donne des mesures précises. Ouais, voilà, Guillaume est l'homme parfait espagnol, par exemple. Donc voilà, il y a des mesures, c'est précis, c'est bien. Et ça est rare à le faire. En fait, les dimensions d'armes, c'est rarement donné dans les traités, c'est toujours un sujet compliqué. L'avantage, c'est que les Espagnols, ils sont un peu maniaques avec la destreza, ils ont tendance à tout rationaliser et du coup, ils nous donnent des dimensions. Accessoirement, il y a une réglementation en Espagne qui est très punitive sur les armes. En Angleterre également. On voit souvent chez les fournisseurs ou dans les châteaux, comme tu disais là, on voit souvent des flamberges. Oui. On a vraiment des traces de flamberges ou pas? Dans les textes? Ouais. Non. Déjà, on a un texte allemand qui nous dit « faites comme Oudussac ». Alors, ils parleront sûrement pas des armes. Ok. Non, en fait, on a quelques textes aussi militaires qui nous parlent de... En fait, on sait qu'il y a des épées à deux mains qui sont utilisées. On ne sait pas vraiment quel type. Ouais. En plus, le terme utilisé par Meyer, c'est épée de bataille, précisément. Et ça se peut que ça soit même des plus petites épées. Parce qu'on trouve des épées un peu plus petites aussi en Allemagne. Ah ouais. Donc ça se peut que ça soit des épées un peu plus courtes. Donc c'est quand même assez compliqué à définir. Donc les lames flamberges, je sais pas. Un archéo en parlera mieux que moi. Est-ce que ça a vraiment un usage? Après, vous demandez à Fabrice combien de temps il a passé à affûter tous les tranchants parce que tu affûtes tranchant par tranchant sur une flamberge. C'est beaucoup de travail. Donc c'est surtout une belle démonstration que tu as les moyens d'avoir une belle épée. Est-ce que ça a un usage? J'en sais rien. Okay. Peut-être. Il y en a qui disent que ça sert à mieux couper, etc. Honnêtement, une épée de 2 kg, elle coupera bien quoi qu'il arrive. Ouais. Prenez n'importe quelle arme bien constituée, ça coupera bien. Donc les lames flamberges, le souci c'est que les Allemands ont passé des grandes commandes pour équiper, ils ont eu des guerres internes, notamment au 16e, ils ont équipé des arsenaux complets, les princes aimaient bien avoir des grandes collections, il y a eu en plus par-dessus de façon plus moderne, et des recréations, des remontages, etc. parce que ça faisait bien de mettre ça dans ces châteaux au 19e ou 20e. Donc c'est assez compliqué, vraiment de savoir. Après, il y a un aspect aussi probablement industriel. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils savent produire de la grande épée, ils ont le matériel, ils ont le savoir-faire, qu'ils en font à balle aussi pour produits d'affichage, peut-être. Après, c'est des théories, moi je suis pas archéo, donc voilà, j'avance des choses, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais il y a quand même un trou là-dessus, entre guillemets, au niveau données. La plupart des données qu'on a sont généralement un peu anciennes. Il y a un gros biais sur les représentations aussi en Allemagne, parce qu'il y a des recherches. C'est un chercheur canadien qui a mis en avant la partie, travaille sur les lance-quenets. Et un biais qu'il y avait notamment, c'est que beaucoup d'historiens qui avaient bossé sur ça, c'était des historiens allemands des années 30. Voilà. Comment dire qu'il y a une certaine image du guerrier allemand et compagnie, c'est pas forcément très neutre et il peut y avoir quelques biais, quoi. C'est compliqué comme sujet. Tout ce qui est allemand, on a beaucoup de mal à cerner le truc parce qu'en fait, on a un texte ou deux qui nous parle de comment ça se passe dans un rang et ils font beaucoup le parler à la hallebarde. Ça fait partie des armes dites courtes. Une arme courte, c'est tout ce qui n'est pas une pique, pour faire simple. Et grosso modo, le parallèle, ça serait plutôt la hallebarde. Mais bon, avec des guillemets, quoi. Voilà. Mais c'est très très compliqué. Côté germanique. D'autres choses? Non, c'est bien. Ils ont tout compris. C'était très clair. Bon, voilà. Merci à tous.